Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être venus à notre rencontre. Et je voudrais vous présenter les différents intervenants. D'abord, je me présente moi-même, Robert Monteux, je suis le directeur du Journal Le Revenu. J'ai des abonnés fidèles de notre journal qui va fêter ses 44 ans. On l'a créé en mai 1968. Donc, c'était symbolique. Alors, je vous présente M. Mathieu, à ma gauche, Mathieu Toulza Dubonnet, qui dirige la société MTD Finance, de conseil, spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine à Paris. Là, ici, à ma gauche, M. Michel Brunereau, qui dirige le groupe PEA, Patrimoine Entreprise BIP. À ma droite, je vous présente Philippe Bayot, qui est professeur associé à Paris 2 et qui est directeur BRED Banque Privée. Et puis, le dernier intervenant, M. Claude Lagadec, BNP Personnel Investor Paribas, BNP Paribas Personnel Investor, qui est spécialiste, juriste, fiscaliste. Alors évidemment, notre débat du jour, c'est l'impact de la nouvelle fiscalité sur votre capital et vos revenus de placement. Et c'est vrai que c'est vraiment un sujet de très grande actualité avant les élections qui vont avoir lieu prochainement. Alors c'est vrai que tout le monde s'interroge sur comment va évoluer notre fiscalité. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est quel est l'état de notre fiscalité aujourd'hui et comment on peut profiter au mieux des différentes mesures actuelles. Mais on va en même temps indiquer qu'on regrette, et je sais que vous regrettez tous, entendre les lecteurs de revenus m'en parler régulièrement, sur l'évolution perpétuelle des lois. D'ailleurs, aujourd'hui, on a lancé un grand débat depuis plusieurs mois avec l'Union des épargnants de France pour se demander comment on pouvait faire des propositions nouvelles pour relancer l'épargne. Et on verrait dans un prochain bureau du revenu, le 13 avril prochain, 70 propositions assez innovantes. Et en particulier, une qui domine, c'est la mise à la fin de la rétroactivité des lois perpétuelles. Vous savez que l'an dernier, on a vu 5 lois de finances en une seule année. Alors c'est très compliqué. Ça va évoluer. Et donc, la première question qui se pose aujourd'hui, c'est quels sont parmi les grands changements de la fiscalité actuelle ceux qui paraissent les plus importants à nos intervenants. Alors peut-être que je vais demander à mon voisin de gauche, Philippe Bayot, professeur associé à Paris 2, directeur BRED Banque Privée, de nous donner un peu son sentiment sur cette position vis-à-vis de la fiscalité actuelle. Alors, je proposerai moi volontiers de prendre 4 exemples de changements qui me semblent assez significatifs de notre fiscalité. C'est le non-respect de la parole de l'État, c'est le vibrionnisme du législateur, c'est également l'agitation du législateur, et enfin des 180 degrés qui interdisent en fait d'anticiper donc la fiscalité. Pour illustrer mes 4 exemples très rapidement, le non-respect de la parole de l'État, il faut commencer par le haut. Jacques Chirac, en tant que président de la République, avait pris l'engagement donc d'exonérer les plus-values sur actions au terme de 5 années de détention après un abattement de 1/3 au-delà du 5e exercice. Vous avez tous en mémoire que cette promesse solennelle émanant du sommet de notre État n'aura pas été respectée. Ça signifie donc très clairement que nous ne devons plus croire à la parole de l'État, ce qui dans un État de droit est extrêmement dommageable. Deuxième exemple très simplifié, donc c'est le vibrionnisme. Donc Robert Monteux faisait allusion au fait qu'il y ait 5 lois de finances rien que pour l'exercice 2011. Donc vous imaginez que ça n'enrichit jamais que les fiscalistes ou l'ingénierie patrimoniale. Mais là, il suffit de penser à la CSG. La contribution sociale devient réellement généralisée et avec une agitation incroyable, puisqu'en matière d'assurance vie, on aura d'abord taxé les revenus des monosupports en euros au fil de l'eau. Deuxième approche, on va taxer au fil de l'eau également la part
axe des fonds en euros au sein de contrats multisupports contre toute logique, puisque même à cet égard, l'administration a été condamnée par le Conseil d'État et n'a pas fait grand prix d'une décision du sommet de notre juridiction administrative, puisque au lendemain de cette décision du Conseil d'État condamnant la position de l'administration, elle a fait passer un texte législatif pour conforter sa position juridique. Vous voyez donc, non-respect de la parole de l'État au sommet, non-respect de nos instances juridiques avec une décision du Conseil d'État qui a été classée verticalement, donc à la globale directement. Troisième exemple, c'est l'agitation. Vous vous souvenez qu'un des éléments fondateurs donc, de la loi de finances 2007, c'était la constitution d'un bouclier fiscal qui était inscrit dans le marbre, puisqu'il était mentionné dans l'article 1er de notre Code général des impôts pour montrer le caractère solennel, donc le principe d'un bouclier fiscal qui nous conduisait à ne verser à l'État jamais que 50% de nos revenus. 50% c'est déjà significatif, mais naturellement vous avez tous à l'esprit que la même majorité, enfin une nouvelle majorité, aura de ce principe fondateur fait fi et va supprimer ce bouclier fiscal. Là aussi, il faut bien avoir à l'esprit que les contribuables doivent être extrêmement attentifs, parce que ceux qui croyaient à la pérennité de ce bouclier fiscal ont pu revaloriser leur base ISF pour se conformer à la nouvelle loi, tranquilles qu'ils étaient du bénéfice du bouclier fiscal. Le bouclier aura été supprimé, les nouvelles valeurs qu'ils auront pu déclarer en matière d'ISF, elles perdureront. Donc c'était extrêmement dommageable. Dernier exemple, pour illustrer, c'est les 180 degrés posés par l'administration fiscale. Là, je prends où l'idée, c'était sur les clauses en démembrement. Vous avez peut-être à l'esprit que, initialement, donc, que vous souscriviez un contrat en démembrement au niveau de la clause bénéficiaire, l'administration considérait qu'il n'y avait qu'un seul bénéficiaire. Elle faisait fi de la doctrine civile, puisque l'usufruitier et les deux propriétaires sont bien clairement deux bénéficiaires. Quelle était la logique? C'était de diminuer la dépense fiscale. L'administration fiscale souhaitait ne pas donner deux fois l'abattement de 152 500 € aux bénéficiaires. Donc la logique était de réduire la dépense fiscale. Elle a été piégée, l'administration, par sa propre logique, puisque la loi DEPA est venue exonérer le conjoint survivant. Et donc son objectif initial a été naturellement perdu. Eh bien, il n'aura pas fallu attendre 2 ans pour que M. Carrez déclare devant le Parlement qu'on allait éradiquer les angles morts de la fiscalité. Vous avez donc aujourd'hui à l'Assemblée nationale des véritables snipers qui, dès lors qu'ils repèrent un montage patrimonial, et j'espère qu'il n'y a pas trop de représentants de l'administration fiscale dans la salle, viennent éradiquer ce montage. Et nous avons donc une disposition récente, dont la constitutionnalité peut être mise en cause, qui dit que désormais il y a donc 2 bénéficiaires à un contrat d'assurance vie en démembrement. Donc l'administration a fait exactement à 180 degrés, ce qui démontre son possibilité en fait d'anticiper une évolution fiscale. Je vous remercie, je crois que vous avez bien posé le problème. J'aimerais bien que M. Mathieu Toulza-Dubonnet, qui dirige les finances, qui donc, comme conseil en gestion de patrimoine privé, est en contact avec les nous donne un peu sa réaction vis-à-vis de l'impact de la nouvelle fiscalité qu'il perçoit. Bien, écoutez, je suis tout à fait dans le même état d'esprit que mon collègue, et je voudrais citer, moi, Sénèque, qui disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Je pense qu'on est dans une logique, effectivement, où aujourd'hui, le soubassement du législateur n'est plus visible. Le soubassement du législateur n'est plus existant. C'est vrai que le législateur a, au mois d'août, je crois que c'était carrément la nuit du 4 août, c'était comme l'abolition des privilèges, supprimer l'exonération de la fiscalité pour détention longue de l'immobilier, donc pour 15 ans, détention de 15 ans, en la passant à 30 ans. Hier, j'ai assisté au colloque des candidats face au monde de l'immobilier, et le ministre du Logement préconisait de changer la donne au niveau de la fiscalité et avoir une fiscalité qui sanctionnerait la détention longue pour éviter l'augmentation du foncier. Donc on est dans une logique où effectivement il n'y a plus de vision. Et une autre citation, celle-là c'est la Bible, là où il n'y a pas de vision, les peuples périssent. Je ne serai pas très long, mais je pense que c'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai, vous donnez un peu de hauteur à ce débat qui nous concerne tous les jours. Et ce serait intéressant que M. Michel Brunereau, qui dirige le groupe PEA, Patrimoine, Entreprise et Audit,
nous donne un peu sa vision, lui, sur l'impact de la nouvelle fiscalité, sur le capital et le déplacement. Moi, je dirais tout simplement, je vais peut-être vous ramener les pieds sur terre. Au quotidien, je gère le patrimoine de familles, de particuliers, donc. Et effectivement, on observe que toutes ces évolutions, ce côté illogique des évolutions de ces 5 lois fiscales en 2011, complique énormément notre travail de conseil quotidien et complique aussi la situation psychologique de nos clients qui, au quotidien, effectivement, n'ont plus du tout de vision d'avenir, n'ont plus du tout de perspective d'avenir. Nous travaillons à la fois sur la finance et sur l'immobilier. Et pour revenir à la question donc sur les changements de la fiscalité, on se rend compte aujourd'hui qu'il faut vraiment développer des grandes compétences pour trouver des solutions de développement de patrimoine, l'augmentation des prélèvements sociaux, l'augmentation de la durée de détention sur l'immobilier qui est passée de 15 ans à 30 ans, la réduction de l'avantage de la loi Sellier qui était pourtant une loi relativement intéressante pour les investisseurs. Je dirais qu'effectivement, ça complique énormément la gestion de patrimoine au quotidien pour la plupart de nos clients. Merci. Alors, j'aimerais bien savoir, BNP Paribas, qui est une grande institution française, qui a des milliers de guichets à la France. Alors, M. Claude Lagadec, vous êtes dans cette institution d'expert, juriste, fiscaliste. Alors, comment vous voyez un peu cette évolution de la fiscalité aujourd'hui? Bonjour à tous, merci d'être avec nous en cette fin d'après-midi. Bien sûr, je rejoins tout ce qui a été dit précédemment par rapport à notamment la stabilité, au changement, à l'imprévisibilité des textes et à la difficulté que nous avons tous professionnels à suivre ces évolutions comme vous et à vous accompagner dans vos choix. Je prendrai quand même un peu le rebours de ce que vient de dire Philippe pour le rejoindre d'une certaine manière. En disant en fin de compte que c'est vrai que l'État français, les gouvernements, notre législateur est inconstant, mais parfois il est persévérant. Je vais prendre juste 2 exemples. Persévérant, dans le mauvais sens du terme, je vais juste prendre 2 exemples pour illustrer mon propos. Le premier concerne les prélèvements sociaux, la CSG, la CRDS. Je rappelle qu'au départ, c'était un impôt vertueux, puisqu'avec une base large et un taux bas, qui a été créé en son temps par Michel Rocard, était, je crois, à l'époque à 1,10 de prélèvement de CSG. Aujourd'hui, en l'espace d'1 an et demi, on est passé de 12,3 sur les revenus de capitaux à 13,5 et depuis le 1er janvier de cette année, on est à 15,5 de prélèvements sociaux sur les revenus de capitaux avec des dates d'entrée différentes selon d'ailleurs les revenus concernés. Ça, c'est le premier point. Et deuxième aspect, pour montrer que parfois le législateur est persévérant, c'est la notion de exit tax. On a créé un impôt nouveau qui concerne les gens qui vont se délocaliser, qui vont installer leur résidence fiscale en dehors de France, pour des raisons d'ailleurs qui ne dépendent que d'eux. Je rappelle que ce dispositif d'exit tax a déjà existé au cours des années 2000. En gros, pour faire simple, il s'agit de taxer des plus-values latentes pour des gens qui vont s'installer à l'étranger. Ce dispositif a déjà existé. La France a été obligée de l'abandonner en 2004 ou 2005 suite à un contentieux initié par un contribuable français devant les tribunaux européens. C'est un dispositif qui à l'époque avait été jugé comme étant contraire au principe du droit européen. Et bien cette année, plutôt fin d'année dernière, on a vu ressurgir l'exit tax avec une forme un petit peu différente, mais qui, à mon avis, nous concerne déjà, puisque ça concerne tous les gens qui sont partis le 3 mars de l'année dernière. Donc une certaine persévérance. Quel va être l'avenir de ce dispositif? Je n'en sais rien, parce que nos amis avocats fiscalistes nous disent qu'il est très certainement contraire aux conventions fiscales que nous avons signées avec nos partenaires étrangers. Et tout ça pour montrer que parfois, malgré tout, les pouvoirs publics se montrent malheureusement persévérants dans leurs erreurs. Oui, mais je vous remercie. On a donc dressé un petit tableau de la conjoncture actuelle. Et moi, ce que je relève en écoutant les lecteurs du revenu, c'est qu'il y a une maturité nouvelle chez les particuliers qui, contrairement à ce qu'on constatait il y a 10, 20, 30 ans, ils se laissent de moins en moins faire et ils deviennent de plus en plus cultivés sur le domaine de la finance, des placements, et ils ont une réflexion plus mature que jadis.
Et je pense que d'ailleurs, dans l'élection qui va se produire prochainement, ils vont regarder avec plus d'attention l'aspect juridique, fiscal qui est proposé par les différents candidats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le débat, on ne parle pas de tout ça. Hein, on est au-dessus de tout ça, on nage très loin, on nage très haut. Et d'ailleurs, j'aimerais que M. Baptiste du Bonnet, qui tout à l'heure vous avez envolé dans le grand lyrisme qui touche tous, hein, savoir, lui qui est en contact avec ses clients, savoir comment réagissent vos clients et quelles sont leurs préoccupations et quelles sont leurs demandes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment les particuliers réagissent aujourd'hui par rapport à la fiscalité et quels sont leurs objectifs? Je vais commencer donc mon rôle iconoclaste. Je vais commencer par vous contredire. Donc vertement, puisque je pense que la maturité à laquelle vous faites référence, malheureusement, ne s'appuie pas sur une réalité concrète, dans la mesure où le paradigme dans lequel nous sommes est très très complexe. C'est un pléonasme. En réalité, pour bien comprendre l'environnement patrimonial, il faut connaître le droit civil d'abord, pour qualifier les actes que le sujet de droit est amené à faire. Ensuite, il faut comprendre l'économie. Je ne parle pas de la macroéconomie, là, on parle un petit peu pour faire l'introduction, mais il faut comprendre les actifs patrimoniaux, savoir comment allotir ces actifs et savoir comment est composé son propre patrimoine. Ensuite, il faut appréhender la fiscalité qui va jouer sur ces actifs patrimoniaux qu'on aura allotis. À partir de ce moment-là, on peut éventuellement commencer à comprendre transversalement comment les choses s'articulent. Il faudra évidemment choisir l'orientation. C'est la vision dont je parlais tout à l'heure, mais je ne vais pas de nouveau citer Sénèque parce que je vais finir par fâcher. Les autres philosophes pourraient aussi avoir quelque chose à dire en la matière. Mais je pense qu'effectivement, la maturité n'est plus possible dans la mesure où la fiscalité et l'environnement juridico-fiscal est devenu beaucoup trop complexe. Donc, nos clients nous font beaucoup plus confiance aujourd'hui, recherchent des cabinets de conseil en champ de patrimoine qui ont une maturité, qui ont une méthode, parce que c'est en l'occurrence la méthodologie que j'ai indiquée qui va pouvoir faire la différence. Commencer par le civil, donc ça veut dire comprendre le civil, orienter vers l'économie, ça veut dire comprendre l'économie, avoir recours au fiscal à bon escient, je dis bien à bon escient, ça veut dire ne pas se précipiter sur des dispositifs défiscalisants parce qu'ils existent, mais les choisir parce qu'ils correspondent réellement à ce dont on a besoin et la direction dans laquelle on veut aller. Et puis, in fine, savoir si on est en situation de constitution patrimoniale, de développement patrimonial ou de transmission patrimoniale. Tout ça, ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. C'est vrai ce que vous dites. Je disais tout à l'heure qu'il y a une réelle évolution des particuliers qui ont progressé, et même parfois, je dirais même plus progressé que les interlocuteurs qu'ils retrouvent derrière certains guichets d'établissement, qui sont dont le niveau parfois n'est pas au niveau des particuliers qui ont évolué, grâce aux médias, grâce aux professionnels, certains professionnels qui ont évolué, grâce aux lectures qu'ils ont pu faire. Et nous, on est assez fiers d'avoir contribué à faire évoluer la population. C'est vrai qu'aujourd'hui, la complexité des choses implique d'avoir à côté de soi un conseil stratégique qui évolue, ça c'est vrai. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de demander à M. Michel Brunereau, qui dirige le groupe PEA et qui est aussi en contact direct avec les particuliers, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont leurs troubles et quelles sont leurs demandes. Leur demande, c'est déjà d'abord de comprendre un environnement qui est compliqué. Effectivement, je rebondis sur les propos de mon collègue, il a parfaitement raison. Et en même temps, donc, je trouve que le niveau moyen de culture financière en France évolue. Malheureusement, du matin 8h au soir minuit, nous sommes bombardés d'informations négatives. Un seul exemple, toute l'année 2011, les marchés financiers ont donc subi des fortes baisses. Concrètement, c'est-à-dire que chaque Français, chaque personne qui est ici, qui aurait placé de l'argent sur des SICAV plus ou moins bonnes, et même les meilleures, ont subi des baisses en 2011. Toute la journée, on nous expliquait que la France allait mal, que les entreprises ça allait être une catastrophe, que 2012 c'est la fin du monde.
Et donc, je trouve qu'il y a un rôle aussi des médias qui malheureusement bombardent chaque particulier d'informations strictement négatives. Et contrairement à cela, quand en février ou mars 2012, nous apprenons que 39 entreprises sur 40 qui font partie du CAC 40 ont fait des bénéfices, personne ne relève trop cette information. Donc effectivement, au quotidien... C'est mal le revenu alors. Oui, non, mais je veux dire, dans l'inconscient collectif, on ne peut pas lutter avec un article ou deux articles contre un bombardement quotidien négatif de plaintes. Donc du point de vue économique, c'est vrai que la plupart de nos clients sont anesthésiés dans cet environnement de mouvements législatifs, de mauvaises informations économiques. Donc aujourd'hui, effectivement, nos clients attachent beaucoup d'importance à être suivis par des structures fortes, des conseillers indépendants notamment, parce qu'effectivement, malheureusement, au niveau du domaine bancaire, la plupart des conseillers financiers, effectivement, ont un peu capitulé, et c'est vrai qu'on leur demande beaucoup, et que la pression est souvent trop forte pour eux. C'est vrai que le négativisme est une, entre guillemets, vertu française. J'en discutais dernièrement avec Pascal Lamy, un ancien dirigeant de l'Europe, avec Jacques Delors, qui aujourd'hui dirige le commerce mondial, 153 pays, et il disait, la chose suivante, il disait, c'est incroyable, je discute avec plus de 150 pays dans le monde, les plus pessimistes, ce sont les Français. Incroyable. Toujours noir, toujours négatif, alors qu'en France, il y a plein de choses qui marchent très bien. On est numéro 1 dans plein de domaines. Et là, ça aurait fait la queue dans bien d'autres. Et donc, il y a une potentialité en France extraordinaire. Et il disait, on dit toujours, l'Europe, ça ne marche pas. Et pourtant, l'Europe a plus progressé dans le commerce mondial que les États-Unis. On dit, en France, on ne sait pas dans les domaines technologiques avancés. Pourtant, en aéronautique, on est souvent le premier du monde, dans les moteurs, premier constructeur du monde, premier constructeur d'hélicoptères du monde. On est dans le domaine du luxe en tête partout dans le monde. Et c'est vrai qu'on a lâché dans le textile, on a été très très fort, on a lâché. Et dans le domaine des technologies nouvelles qui sont très discutées, j'entends bien, c'est vrai que dans le domaine en particulier du nucléaire, on est en tête partout, et on discute, mais peut-être qu'un jour on discutera moins. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut devenir plus réaliste. Alors, la lourdeur de la fiscalité, c'est vrai qu'il faut que ça change. Nous, on a eu une collection des journaux officiels depuis le numéro 1. Convocation des États généraux, c'est comme ça. Et les 40 premières années en France, ça tient dans un top grand comme ça. Grand comme ça. Aujourd'hui, 1 mois de fiscalité en France, c'est ça. Vous voyez, 1 mois, c'est ça. Donc ça, c'est trop. On est assommé par des perpétuelles remises en cause juridiques, fiscales, administratives, etc. Et là, il y a vraiment une évolution à faire. Mais en fait, pour retremper les pieds sur terre, parce que notre idée aujourd'hui, c'est de mesurer l'impact de la fiscalité, moi j'aimerais bien que M. Claude Lagadec, BNP Paribas Personal Investor, nous donne un peu son point de vue sur comment réagissent les clients de la BNP, comment réagissent les clients avec qui ils sont en contact sur ces problèmes juridiques et fiscaux. Alors moi j'ai la chance d'avoir des clients qui sont des épargnants, des gens comme vous et moi, et puis aussi des professionnels, c'est-à-dire des gens qui sont à la tête de sociétés de gestion de portefeuille, de gestion de patrimoine, donc qui ont une vision de professionnels de leur métier. Je crois qu'on a besoin de 2 choses principalement aujourd'hui. Je crois qu'on a besoin de lisibilité, bon ça a été dit, quand on regarde, si j'osais, un parallèle avec le rayon de l'alimentaire, si je puis dire, en matière de péremption de la loi fiscale, jusqu'il y a quelques mois, on était plutôt dans le rayon frais. Aujourd'hui, on est plutôt dans le rayon de super frais. C'est-à-dire que les normes fiscales changent à une vitesse hallucinante. Je dis, parlais tout à l'heure de l'exemple de l'abandon, avant même qu'il ne rentre en application de ce dispositif d'exonération sur les plus-values de cession de valeur mobilière. Je trouve que c'est assez éclairant.
quand on se voit en plus par quoi ça a été remplacé, c'est-à-dire par un mécanisme de report d'imposition qui est une complexité telle qu'on se dit que ça a été adopté enfin ça a été mis en place pour ne pas être utilisé, on se dit qu'on marche sur la tête. Le deuxième besoin, me semble-t-il, c'est un besoin de cohérence. C'est-à-dire que faire de la fiscalité, c'est bien, mais encore faut-il que cette fiscalité donne sens à l'action politique et à l'action économique. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Par exemple, est-ce que on veut ou pas privilégier la création d'entreprises? Est-ce qu'on veut développer l'aide aux PME? Avec les dispositifs qui existent, mais certains ne sont pas pérennes. Enfin, je trouve que, on parlait tout à l'heure de la campagne électorale, sans rentrer dans le détail, je trouve qu'on manque de visibilité, de cohérence au niveau des projets. Et c'est très embêtant parce que quelqu'un qui veut investir en France, évidemment, il intègre la fiscalité dans son investissement. Vous-même, quand vous faites des investissements sur un produit comme par exemple l'assurance vie, vous intégrez la fiscalité au moment où vous souscrivez. Mais si c'est pour que les choses changent au bout de 6 mois, évidemment, ça va gêner l'investisseur. Je terminerai juste en disant une chose. J'ai eu la chance, je reviens d'un séjour à Singapour et en Malaisie, où j'ai rencontré des expatriés français qui ont quitté la France pour des raisons essentiellement professionnelles. J'ai été frappé par une chose effrayante, au bout de fait, c'est qu'aucun n'envisage un retour en France pour des raisons professionnelles. Ah oui, pour passer des vacances, pour voir la famille, pas de problème. Mais aucun des Français, qui sont tous des chefs d'entreprise, n'envisage le retour de France. Et ça va même au-delà de cela, c'est que leurs propres enfants, qui sont des enfants expatriés, qui bougent beaucoup, n'envisagent même pas de venir en France pour faire leurs études. Ils préfèrent aller, bien sûr, aux États-Unis, où ça coûte très cher. Alors, encore une fois, Robert a raison de dire que la France a beaucoup d'atouts, il ne faut pas non plus les nier, mais c'est dommage que ces atouts soient un peu cachés par le débat fiscal qu'on a actuellement. C'est vrai ce que vous dites, parce que le débat, c'est est-ce qu'il faut augmenter la fiscalité pour sauver le pays, améliorer les choses, etc. Ou est-ce qu'il faut faire comme on fait les Anglais, réduire la fiscalité? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit d'un seul coup arriver des investisseurs, des étrangers qui arrivent en Angleterre, qui s'emportent là-bas, qui développent le pays, qui investissent, les capitaux arrivent. Donc il y a les deux choix. Donc c'est intéressant à mûrir. Alors justement, M. Taillot, parce que je voudrais vous donner la parole, parce que vous êtes professeur associé à Paris 2 et directeur près de banque privée. Donc, dans une banque moyenne comme la vôtre, comment réagissent vos clients? Dans mon esprit, j'observe trois évolutions. C'est d'abord un acquis dans l'esprit de nos clients, c'est la hausse des impôts. Deuxième point, la fiscalité devient de plus en plus seconde. Et troisième point, malheureusement, des pulsions de plus en plus importantes pour des expatriations. Pour revenir rapidement sur ces 3 points, Mathieu tout à l'heure citait la Bible, comme en écho, je voudrais citer un proverbe yiddish, c'est l'homme prévoit, Dieu rit. L'homo économique aimerait prévoir la fiscalité, parce que c'est un élément d'un choix patrimonial. Aujourd'hui, il est dans l'incapacité d'anticiper un comportement cohérent de la part de notre législateur, sauf un point acquis. C'est la hausse, quelles que soient les majorités d'ailleurs qui sortiront des urnes demain, une hausse annoncée des prélèvements fiscaux et sociaux, qui prendra fondamentalement 4 formes. La première forme, c'est une hausse des taux. Il y a un instant, donc Claude Lagadec mentionnait la CSG qui passait de 1,1% à 15,5%. Voilà un taux d'inflation en moins d'une quinzaine d'années. Un élargissement de l'assiette. Il faut penser à la CSG qui est devenue vraiment un impôt universel et qui ne taxe plus même les revenus, mais aujourd'hui même les capitaux en matière, par exemple, d'assurance décès. C'est également, je vous l'ai indiqué il y a un instant, toute l'éradication de tous les angles morts patrimoniaux, de la fiscalité patrimoniale. Et donc, lorsque chacun d'entre nous essaye de constituer, de créer un montage, nous avons à l'esprit que maintenant le législateur ne cessera n'aura cesse de prendre une disposition législative pour éradiquer le montage qu'on aura pu imaginer. Et quatrième point aussi, c'est il m'aurait échappé. Le deuxième point, c'est une fiscalité qui est devenue seconde. Je crois que les contribuables ont bien intégré le fait que la fiscalité est devenue
tellement lourdes, tellement impossibles à anticiper, qu'ils vont considérer d'abord le produit comme il se doit, comme un produit adapté à leur morphologie patrimoniale, qui est adapté à leur sensibilité au risque, à leur niveau d'aversion au marché actions, à leurs horizons de placement. Et donc ils deviennent sans doute plus intelligents et donc ils vont voir leur tailleur autour de la table en vraiment des produits qui soient parfaitement adaptés à leur morphologie, comme les tailleurs de Salvidro et des produits qui soient bien pertinents. Et seulement dans un deuxième temps, ces produits pourront éventuellement, mais de moins en moins souvent, profiter d'une fiscalité favorable, mais c'est sans doute de moins en moins, ce sera sans doute dans le futur de moins en moins le cas. Troisième point, et là c'est très très troublant pour nous parce que ça détruit de la valeur pour les banques privées, mais également et surtout pour la France, je vois de plus en plus de demandes d'information de nos clients pour des départs à l'étranger. Et donc, et ce niveau d'information surtout baisse. C'est-à-dire, le contribuable moyen qui nous interrogeait précédemment, c'était réellement un patrimoine en dizaines de millions d'euros, où il y avait une logique à l'expatriation. Aujourd'hui, on observe pour des patrimoines globaux de moins de 10 millions d'euros, des interrogations pour la Suisse. Je leur fais souvent observer que se rendre sur les bords du lac Léman, c'est mourir prématurément, c'est dégrader son espérance de survie, mais c'est surtout, par exemple, par rapport à l'immobilier, déjà manger une grande part de l'économie fiscale projetée, ne serait-ce que par le surcoût immobilier. C'est pas le... Alors je vais terminer simplement par une devinette. Je voyais un des plus beaux anciens clients, c'est pour illustrer mon propos, qui réside aujourd'hui à Bruxelles, un patrimoine, excusez du peu, de 4 milliards d'euros. Vous voyez, c'est un beau patrimoine français. Il m'a interrogé en disant, savez-vous quel est mon premier plaisir chaque matin depuis que je réside à Bruxelles? Alors moi, en tant que prolétaire, quand on arrivé, je m'interroge. Il me dit la certitude de ne pas recevoir un courrier du fisc remettant en cause ma situation. Et ça, c'est effrayant. Non, mais c'est effrayant parce que les contribuables peuvent bien accepter des taux élevés, mais des taux prévisibles. Et l'administration n'arrive pas à comprendre, la pression est telle des déficits et l'absence de réduction des dépenses, qu'ils n'arrivent pas simplement à stabiliser, fût-ce des taux élevés, qui permettraient la prévisibilité et donc un comportement économique cohérent. Merci. Alors, on a brossé un tableau un peu de la situation, mais si vous êtes venus, c'est pour avoir des réponses concrètes. Donc, ce que je voudrais demander aux différents intervenants qui sont sur cette table, c'est leur suggestion concrète pour faire face à la fiscalité actuelle. Alors, quels sont leurs conseils pour faire des précautions, pour agir avec astuce, pour éviter des déboires et pour profiter de la situation d'une fiscalité, parce que dans les pires situations, on a connu bien pire qu'aujourd'hui, hein, en France. Et on s'est toujours redressé. C'est ça qui est intéressant. Hein. La révolution, ça a été terrible. 70, quand on a perdu en 3 jours la guerre, qu'il a fallu donner 5 milliards à Bismarck pour que les troupes s'en aillent. 14-18, c'est l'effondrement de la France avec un taux d'inflation qui montait à 40%. La Deuxième Guerre mondiale, c'était affreux. Donc, il faut quand même être optimiste, car même dans les périodes difficiles, il faut savoir faire face. Alors, je vais commencer par M. Mathieu Toulouse-Bonnet, qui nous donne ses conseils, ses astuces. Quelle voie il faut prendre, quel chemin il faut prendre aujourd'hui, concrètement? Merci. Oui, effectivement, on faisait allusion à des périodes de guerre. Pendant les périodes de guerre, effectivement, certains payent avec leur sang, d'autres payent avec leur impôt. Ça paraît beaucoup plus compréhensible. Leur épargne. Avec leur épargne. Mais bon, on n'est pas en période de guerre, alors donc faites attention parce qu'effectivement, la situation est néanmoins très compliquée. Et avant de donner des solutions, je voudrais comprendre que toutes les situations sont différentes. Vous êtes tous différents. Philippe Bayot a fait allusion tout à l'heure. C'est pour ça que tout à l'heure, je m'excuse, tout à l'heure on va vous donner un micro pour poser vos questions personnelles. Voilà. Il y a différents types de contribuables et différents types de patrimoine. Philippe Bayot a fait allusion à un patrimoine assez extraordinaire, au sens propre du terme, de 4 milliards d'euros. Effectivement, MTD Finance, donc, groupe de conseil dont je suis dirigeant, a plutôt la particularité d'avoir une clientèle, je dirais, new money, donc située dans des tranches nettement inférieures. D'ailleurs, ce sont des clients qui sont concernés par le plafond des niches. Il faut quand même bien se rappeler qu'en France, il y a un plafond de niche fiscale, donc, qui était de 20 000 euros plus 18% en 2010.
qui a été de 18 000 euros plus 6% en 2011 et qui est de 18 000 euros plus 4% aujourd'hui. Donc faites attention, il est amené à descendre encore si certains candidats se retrouvaient à la tête de la présidence. Alors, premièrement, analyse patrimoniale, comprendre dans quelle situation on se trouve. Ensuite, des réponses vont être adaptées selon que vous souhaitez simplement agir sur la fiscalité, je dirais en one shot. Et là, on peut procéder à une opération de type Girardin industriel, donc ce sont des opérations dans le secteur productif dans les dom-toms qui vont vous octroyer un gain d'impôt sans constitution de patrimoine. Ensuite, je ne vais pas faire la liste de tout, mais juste 2 ou 3 des orientations. Voilà. Ensuite, vous avez les dispositifs constitutifs de patrimoine. Dans le secteur, par exemple, immobilier, vous avez une quantité importante de dispositifs qui existent encore. Prendre le choix des dispositifs en meublé qui vont vous procurer plutôt des revenus futurs défiscalisants si vous ne choisissez pas des dispositifs de type pouvoir sensi qui défiscalise à l'entrée. Donc en choisissant un dispositif qui défiscalise plutôt avec longue détention. Ça c'est très intéressant parce que beaucoup d'entre vous sont intéressés par la constitution de revenus futurs qui va remplacer les revenus d'activité au moment de votre retraite. Et d'autres dispositifs, toujours dans l'immobilier, nu, qui vont plutôt agir à l'entrée et vous octroyer un gain fiscal dont le dispositif cellier dont mon collègue parlait tout à l'heure, dont on dit qu'il est coûteux pour l'État. J'attends toujours qu'on m'en fasse la démonstration. J'ai discuté avec beaucoup de journalistes, je pense que ça pourrait être un sujet intéressant pour le revenu, savoir effectivement ce que coûte un dispositif. Moi je suis convaincu qu'il rapporte, de par la TVA, de par l'impôt sur les sociétés payé par les promoteurs, de par les charges foncières, etc. etc. Donc, et pour le contribuable, c'est également un dispositif qui est amené à disparaître donc, pour 2013, mais qui aujourd'hui est très très intéressant, évidemment, toujours en conservant à l'esprit que dans l'immobilier, ce qui compte, c'est l'emplacement. Hein. Donc je ne vais pas être trop loquace sur ce point, parce qu'on peut en parler pendant des heures, mais voilà, en gros, des dispositifs défiscalisants qui existent pour se procurer donc, un patrimoine, ou simplement pour réduire sa fiscalité en one shot. Merci, c'était concret. Alors, M. Michel Brunereau, du groupe PEA, quelles sont vos orientations, vos conseils et vos astuces? Les orientations sont simples. Concernant l'immobilier, effectivement, je partage le même point de vue. L'emplacement, c'est la chose la plus importante. Concernant la loi Cellier, soyez très vigilants, très très vigilants. Nous trouvons très peu de qualités vendues à leur juste valeur. Donc effectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens sont piégés parce qu'ils ont acheté sur plan à l'autre bout de la France. Et effectivement, nous avons mis en place une méthode différente, c'est-à-dire que quand on achète de l'immobilier, ça paraît basique et simpliste, mais il faut déjà se déplacer, première étape, sur place, voir l'environnement, se projeter. Le bien immobilier sera-t-il loué? Première question. Pourra-t-on le revendre facilement? Deuxième question. Donc c'est relativement simple. On vous présentera de nombreuses simulations, de nombreux montages et toute une argumentation commerciale, mais c'est vrai que nous avons développé une façon simple de faire l'immobilier. Quand on fait de l'immobilier, on achète un appartement avec un emplacement, une surface, et ces deux questions, location-revente. Par contre, je mettrai l'accent sur la partie financière. Alors là, je vous encourage vivement à vous préoccuper de vos placements financiers et surtout vous poser la question suivante. Mon conseiller financier est-il compétent? S'occupe-t-il de nous? Voilà, parce que je vois des gens qui ont 55, 60, 65 ans, qui ont travaillé toute une vie durement, qui ont donc pu épargner 100 000, 500 000, 1 million d'euros, peu importe la somme financière. Et donc, ils arrivent dans notre bureau, et je leur dis, voilà, je vais vous poser des questions simples. Vous avez épargné toute une vie, vous confiez vos fonds à une personne, est-elle compétente? Quelle est la date du dernier rendez-vous? Et effectivement, là, je suis à chaque fois choqué d'entendre dire non, la personne n'est pas compétente, tous les 6 mois, tous les ans, elle change, et personne ne s'occupe de moi. Donc, en matière de gestion de patrimoine, on a évoqué les sujets de fiscalité, mais la fiscalité, elle arrive ensuite, je dirais, sur les placements, sur la rentabilité. Première question, c'est se dire, est-ce que je confie mes fonds à quelqu'un de compétent, à une banque
qui gère à la fois mes intérêts, à la fois les siens aussi, mais aujourd'hui, malheureusement, dans toutes les analyses patrimoniales que nous faisons, dans 99% des cas, le gagnant, c'est la banque du client. Donc, je vous encourage seulement à vous poser certaines questions, à les mesurer. Il y a des gens compétents en banque et qui ensuite évoluent et deviennent peut-être gestionnaires de patrimoine. Mais effectivement, il faut se poser ces questions toutes simples avant même d'évoquer telle société de gestion ou telle répartition d'allocation. Des questions basiques. Voilà. Merci. C'était concret. Donc, Monsieur Philippe Bayot, professeur associé à Paris 2, directeur près de banque privée. Oui. Moi, j'aurais sur le plan de votre gestion patrimoniale, sur longue durée, 4 suggestions. D'abord, c'est privilégier le juridique. Ensuite, c'est privilégier, mais Mathieu l'a indiqué à l'instant, tout ce qui est fiscalité one-shot, anticiper ses revenus, et puis même anticiper ses dégagements de plus-value. Pour illustrer ces 4 pistes, privilégier le juridique, je pense simplement la législation fiscale est extrêmement agitée, le juridique me paraît plus stable, plus serein aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Si vous souhaitez protéger donc, votre conjoint, aujourd'hui nous avons la loi de l'EPA qui exonère de toute succession donc les capitaux perçus par notre veuve. 5 fois sur 6, le conjoint survivant, c'est vous, mesdames, donc vous pouvez nous regretter durablement, mais donc on peut bien qualifier de conjoint de veuve. En pratique, cette loi de l'EPA a été détricotée et on peut imaginer demain qu'elle sera même éradiquée complètement jusqu'à sa disposition, donc exonérant le conjoint survivant. Donc à cet égard, le juridique me paraît plus solide, donc j'ai pensé par exemple à un changement de régime matrimonial, à un bon usage des avantages matrimoniaux, voire in fine à un basculement sur la communauté universelle. C'est du juridique dur, l'administration fiscale aura du mal à aller percer ces dispositions juridiques. Donc premier conseil, c'est plutôt privilégier une approche juridique peu fiscale du fait de l'agitation de la législation fiscale. Deuxième idée, donc comme l'a indiqué Mathieu, qui nous a donné tout à l'heure, c'est en matière de fiscalité ne plus croire à la parole de l'État, ne plus se laisser berner ou bercer par les douceurs des promesses fiscales et consommer tout de suite l'avantage fiscal du one-shot. Et tout ce qui est consommé immédiatement ne sera pas remis en cause l'année suivante, sauf naturellement élection à la présidence de la République d'un postier de Neuilly. Nous sommes juste à côté de Neuilly, mais c'est tout de même peu probable, donc cette année il n'est pas candidat. Donc privilégier vraiment ce qui est pris et consommé immédiatement, sans croire jamais donc, à la promesse de l'État. Troisième idée qui est contraire complètement à la stratégie patrimoniale habituelle, c'est anticiper vos revenus. Traditionnellement, dans la mesure du possible, il était naturel de retarder la perception des revenus et d'accélérer les charges, de sorte de bénéficier d'un avantage de trésorerie, au moins sur le plan fiscal. On peut y penser par exemple en matière immobilière. Aujourd'hui, on pourrait réfléchir à l'inverse. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de retarder la perception d'accélérer la perception des revenus pour voir ces revenus taxés à un taux inférieur au taux de l'année suivante? Et comme l'épargne monétaire ne rapporte plus grand-chose, on voit bien que cet avantage de trésorerie traditionnelle en fait était devenu très ténu. Et comme le taux d'imposition ou de CSG applicable à vos revenus va croître à très grande vitesse, donc ça devrait être une stratégie patrimoniale pertinente. Quatrième idée, mais assez proche de la précédente, est-ce qu'il ne faut pas dégager tout de suite les plus-values éventuellement non imposables? Dans cette salle même, ce matin, j'avais l'occasion de dire, je suis un petit peu paranoïaque, j'étais avocat dans le passé, donc le conseiller se doit d'être paranoïaque, d'anticiper le pire, en sachant que c'est une heureuse nouvelle si le pire n'advient pas. Mais par exemple, l'exonération actuelle de la plus-value sur votre résidence principale ne me paraît pas inscrite dans le marbre. Je vous ai mentionné tout à l'heure l'article 1er du Code général des impôts qui a été supprimé par la même majorité. On peut donc imaginer demain, et les pulsions ont déjà existé au niveau du Sénat il y a 2 ans, un assujettissement au moins aux prélèvements sociaux de la plus-value sur la résidence principale, voire une imposition à l'impôt sur le revenu. Il suffit d'apporter votre résidence principale à une société civile pour un coût limité, c'est une sorte d'un coût de 1%, faire le pari de faire l'économie d'une imposition de 10, 20, 30% sur la plus-value, et donc en quelque sorte de geler cette plus-value. Et puis je terminerai donc sur une suggestion un petit peu souriante et comme une réponse à Michel Brunoro tout à l'heure sur les 2 banquiers, puisque je suis le seul banquier présent, donc naturellement il y a du bon grain livré et il y a de la qualité dans toutes les dispositions, plus indépendants ou plus structurés sur le plan bancaire. Mais au moins il y a un avantage des banquiers, c'est qu'ils peuvent vous offrir peut-être la solution miracle demain, c'est de vivre à crédit. Vivre à crédit,
ne pas consommer son capital, faire des opérations, alors 5 ou 10 ans simplement, et faire des opérations violentes tous les 5 ou 10 ans, comme dans le Bordelais actuellement, c'est peut-être une piste à laquelle on peut réfléchir. Il y a simplement à l'esprit que si demain le taux d'imposition sur le revenu est porté à 90,5%, au-delà du million d'euros, je vous souhaite tous naturellement d'être au-dessus du million d'euros, eh bien il faut naturellement ne plus fonctionner qu'à crédit. Puisque là, le crédit devient déductible à 90,5%. Et on remerciera l'administration fiscale. Merci. Alors, je voulais terminer avec M. Claude Lagadec, de BNP Paribas Personnel Investor, je vous demande d'aller vite parce que je voudrais qu'on pose des questions dans la salle. Je vais aller très vite. Je suis banquier moi aussi et je souscris parfaitement à ce qui vient d'être dit. Donc, je crois que toutes les remarques qui ont été faites sont judicieuses. Pour ma part, je dirais deux choses très rapidement. D'abord, ne pas oublier que la fiscalité, c'est ça très important, mais ce n'est pas le plus important. Enfin, le plus important, c'est d'avoir un investissement qui rapporte un peu d'argent, c'est déjà pas si mal, et la fiscalité viendra après. Alors, on a eu pas mal de déboires avec le cellier, on en parlait tout à l'heure, donc l'exemple du cellier est assez éclairant, je trouve. Pour des gens qui ont investi dans les produits pensant avoir au bénéfice une réduction d'impôt et ne l'ayant pas obtenu parce que malheureusement ils avaient investi dans des régions où il n'y avait pas de marché locatif. Donc avoir cette idée-là à l'esprit, c'est d'abord un produit qu'on comprend, qu'on connaît. Effectivement, le rôle du conseiller est essentiel dans ce domaine-là. Et puis je voudrais terminer sur un deuxième sujet, enfin un deuxième point. Comme nous ne pouvons pas malheureusement prévoir ce que sera l'avenir ni économique ni fiscal, essayer d'investir dans des produits qui autorisent une certaine souplesse, qui nous permettent en cas de besoin d'arbitrer. Je pense notamment que même si c'est un produit qui a perdu beaucoup de son lustre, l'assurance vie reste aussi un sujet que l'on doit regarder encore aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt. Merci. Merci. Alors, je voudrais ajouter 3 mots. Je voudrais pas que vous oubliez la bourse, surtout quand elle est en fort repli. Je voudrais pas que vous oubliez l'assurance vie, car c'est quand même le produit qui garde aujourd'hui le plus d'atouts fiscaux, malgré que au fur et à mesure on l'attaque de plus en plus, mais enfin, ça reste quand même aujourd'hui un produit privilège parmi les produits de placement. Et je voudrais en même temps vous dire de ne pas oublier l'investissement dans les PME autour de vous, dans votre famille, compte tenu des atouts fiscaux qu'on a pour les sociétés qui se créent en moins de 5 ans, qui ont moins de 10 millions de chiffre d'affaires, qui ont un nombre d'employés limité. Et je crois que aussi, malgré une fiscalité de plus en plus lourde, il faut penser à vous. Alors il y a 2 domaines où la fiscalité n'a pas bougé. C'est 2 domaines qui restent importants. Premièrement, pour vivre mieux, faites-vous aider. L'État prend 50% des frais de personnel que vous employez chez vous. Ne l'oubliez pas, ça reste encore très attractif. N'oubliez pas. Améliorez votre intérieur. Il y a encore de grandes réductions faites. Mettez en concurrence les artisans pour aménager un intérieur plus agréable. Et puis, décorez mieux chez vous, puisque les œuvres d'art ne sont pas dans l'ISF, et qu'il y a un potentiel de plus-value aussi intéressant dans ce domaine. Donc, faites-vous plaisir.